Ici. Happy. Happy, viens. Il y a 3 ans, Eric von Oetriven a perdu l'un de ses très bons amis. C'est une bonne chienne. C'est une bonne chienne. C'est bien. Frédéric Guittard, sauvagement assassiné à son domicile, dans des conditions mystérieuses. Ici, au pied. Une mort qu'Eric ne s'explique pas. Frédéric était un garçon charmant, intelligent. Il avait surtout énormément d'humour. Enfin, moi, en tout cas, ça me plaisait énormément. Voilà, c'était un garçon qui m'a beaucoup apporté. Moi, je cherchais à le côtoyer, parce qu'il m'apportait beaucoup au niveau humain, quoi, voilà. J'ai appris la mort de Fred le jour même, par l'intermédiaire d'une de ses filles. C'était inimaginable. Inimaginable, car Frédéric Guittard n'avait aucun ennemi connu. Aujourd'hui, la justice soupçonne sa femme, Touria Ravjaoui, d'avoir commandité son assassinat auprès d'une de ses amies, Magali Pinardo, et du compagnon de celle-ci, Jean-François Ornano. C'est au Mans, dans son appartement de la rue Albert-Meignier, que Frédéric Guittard a été découvert mort, le 29 juin 2015, par l'une de ses filles. Son corps gisait torse nu, pantalon et sous-vêtements baissés jusqu'aux cuisses. Frédéric Guittard a reçu 3 balles de revolver, dont une en pleine tête. Il venait d'avoir 51 ans. L'homme avait brillamment réussi sa vie. Durant 22 ans, il a travaillé comme directeur commercial de cette entreprise de charcuterie, dont il a multiplié par 2 l'activité. Une société qu'il a quittée en 2012, avec une indemnité de départ conséquente. Depuis, il vivait de ses 6 000 € par mois d'allocation chômage. Il était marié à Touria Ravjaoui depuis plus de 20 ans. Elle était femme au foyer. Ensemble, ils ont eu 2 filles, âgées de 16 et 11 ans à la mort de leur père. Mais les dernières années, le couple allait mal et se disputait souvent, jusqu'à ce que Frédéric quitte sa femme en septembre 2013. Eric découvre alors à quel point ses amis se déchiraient. Dès qu'il y a eu séparation, à ce moment-là, il n'y avait pas des bagarres, mais Frédéric me parlait de choses qui n'étaient pas très sympas non plus, quoi. Enfin, il y avait des gestes, il y avait des engueulades, ils se sont mis des claques. Mais bon, voilà, voilà. Moi, je ne l'ai pas vu et c'est ce que Frédéric m'avait raconté, voilà. Cette séparation houleuse est-elle à l'origine du drame? Touria n'aurait-elle pas supporté cet abandon? Les enquêteurs vont vite la soupçonner. Sur la scène de crime, ils ne relèvent aucune trace ADN, aucune empreinte. Ils n'ont pas non plus de témoins ou d'images de vidéosurveillance. Mais ils remarquent que l'un des ordinateurs de Frédéric et son téléphone portable ont disparu. Et c'est le téléphone qui va parler en premier. En géolocalisant le portable de la victime, les enquêteurs constatent qu'il se déplace après le meurtre hors de l'appartement, puis borne à 2 reprises sur l'autoroute A28 à la sortie de Tours. Et ce, en même temps qu'un autre numéro, celui de Jean-François Ornano, 41 ans, en couple avec Magali Pinardo, 42 ans, une amie de Touria. Ils vivent à Ajaccio et doivent ouvrir un restaurant, la Malmignate, une araignée corse surnommée la Veuve Noire. En épluchant leurs textos, les enquêteurs découvrent des échanges très troublants au sujet de Frédéric et surtout de Touria, que Magali ne supporterait plus de voir souffrir. Ma meilleure amie est harcelée par son mari qui est en instance. Un gros bâtard qui vient de lui dire que c'est dommage qu'elle se soit ratée lorsqu'elle a tenté de se suicider. Maintenant, et si tu veux, je peux me déplacer et lui expliquer la vie à cet enfant de putain. Si, c'est vraiment une amie. Elle craque. Elle arrête pas de pleurer au tel et forcément, ça m'affecte vraiment. Il est en train de la ruiner mentalement et financièrement. Ils habitent où? Au Mans. J'ai même son adresse. Eh bien, nous allons faire un petit tour au Mans.
Il faut que ce soit le plus rapidement possible, mais franchement, c'est une balle dans la tête qu'il mérite. Après 6 mois d'enquête, le 13 janvier 2016, les 3 suspects sont placés en garde à vue. Le couple corse reconnaît l'échange de textos, mais jure que les menaces de mort n'étaient que des paroles en l'air. Jean-François Ornano admet simplement être allé chez la victime, à la demande de Touria, pour récupérer des photos compromettantes que Frédéric aurait utilisées pour la faire chanter dans le cadre du divorce. Il reconnaît aussi avoir proposé à Touria d'infliger une bonne correction à Frédéric Guittard. Mais il n'aurait même pas eu l'occasion de passer à l'acte. Selon son avocat, maître Pascal Rouillet, l'homme serait tombé dans un piège. Il aurait trouvé Frédéric Guittard déjà mort en pénétrant dans l'appartement. Touria, c'est ma conviction, est doté de capacités de manipulation exceptionnelles. C'est un être intelligent, mais c'est un être totalement faux, totalement double. Elle va donc faire tuer Guittard, faire passer sur les lieux dans la foulée Ornan. Ornan est un pion qui a été utilisé à un moment donné et qui, sous prétexte de cambriolage, se voit aujourd'hui accusé d'un crime terrible. Sa compagne, Magali Pinardo, confirme la version du cambriolage et affirme être restée dans la voiture pour attendre son conjoint. Quand il est revenu, il était tout blanc. Il m'a dit que Frédéric Guittard était allongé au sol, devant le canapé, et qu'il y avait plein de sang sur tout le côté. Il ne savait pas s'il était vivant ou mort. Le couple est placé en détention provisoire. Touria aussi nie toute implication. Incarcérée depuis bientôt 3 ans à la prison de Rennes, elle clame son innocence. Pour son avocat, maître Alain Ifra, rien ne prouve que Touria soit la commanditaire. Il n'y a absolument pas d'ordre, de demande de quoi que ce soit. Tout se passe comme si on était venu abattre froidement ce pauvre Frédéric Guittard. Donc je me demande si il n'y a pas un troisième homme, d'autres personnes, j'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais tout ceci me paraît quand même extrêmement troublant. Parole contre parole, les enquêteurs s'enlisent. D'autant qu'ils n'ont jamais retrouvé l'arme du crime. Mais un élément vient accabler Touria Ravjaoui. Pendant près de 6 mois, elle a caché à la justice que Magali Pinardo et Jean-François Ornano avaient passé une partie du week-end chez elle au moment du drame. Et les enquêteurs pensent avoir établi un mobile. Pendant plus de 20 ans, Touria Ravjaoui a été dépendante financièrement de son mari. Avec le divorce, elle aurait redouté de tout perdre, de se retrouver démunie. Elle commençait, je pense, à être obsédée par l'argent. Elle parlait assez souvent de la valeur des choses, de la valeur des maisons. Fred ne l'a pas laissé non plus dans le dénuement total. Je pense qu'ils avaient 3 ou 4 locatifs. Il les avait divisés. Je pense qu'elle a 2 ou 3 locatifs. Et je pense qu'il avait préparé correctement son divorce aussi. Hein. Et je pense qu'il s'était débrouillé pour faire ça correctement à son avantage. Hein. Maître Ifra réfute le mobile financier. Il affirme que le divorce, qui allait être prononcé d'ici peu, allait satisfaire les demandes de sa cliente. Je passe mon temps à dire depuis 3 ans qu'il n'y a pas de mobile, que Madame Guittard n'a certainement pas voulu le décès de son mari. Vous vous rendez compte ? C'est une mère, en plus d'être une épouse. Vous voulez que cette femme mette un terme à sa vie, finalement ? Si on établit un lien entre Madame Guittard et le meurtre de Frédéric, elle perd également ses enfants. Vous croyez que cette femme plutôt intelligente prendrait un risque comme celui-ci ? Aujourd'hui, les filles du couple ne savent plus qui croire. L'aînée a pris ses distances avec sa mère. La plus jeune, elle, la soutient et lui demande de s'accrocher. La cour d'assises du Mans devrait juger fin janvier l'implication de chacun dans l'assassinat de Frédéric Guittard.
Mais un dernier rebondissement pourrait conduire au report du procès. Ce jeudi, Magali Pinardo, qui avait été libérée pour raison de santé après 18 mois de prison, a été retrouvée sans vie chez elle en Corse. Une autopsie aura lieu cette semaine pour déterminer les causes de son décès. C'est une terrible épreuve, hein. C'est une terrible épreuve. Là, je me donne du courage pour leur les photos, mais rien que de voir son visage et tout, là, c'est très dur. Mais je l'aimais tant. Je l'aime tant. C'est... Voilà, quoi. Victor, le fils unique de Basilia, a été tué le 1er février dernier. Il avait 17 ans. Pour parler de lui et honorer sa mémoire, elle a tenu, dit-elle, à soigner son apparence, s'est maquillée et s'habille de blanc, la couleur de l'espoir. Je comprends pas. Il était plein de vie, quoi. Il est tellement plein d'amour. On m'a tout volé. On m'a volé mon fils. Quand il a été assassiné, on me l'a volé. On m'a volé, comment dire, l'image parfaite de son visage et de son corps, puisque quand je l'ai vu dans le cercueil, je l'ai vu sous une autre apparence. On m'a volé les futurs souvenirs que j'allais avoir, vous voyez, enfin, tout, mais tout. On m'a tout volé. Mon enfant, on m'a tout volé. Vous savez, il y a quelques temps de ça, j'ai dit, c'est comme si j'avais fait une fausse couche et qu'on m'avait arraché mon enfant du ventre. Vous voyez, ça m'a fait ça. Basilia est catholique pratiquante. C'est sa foi qui l'aide à supporter son deuil. Victor, je l'imagine comme une étoile. Et vous savez que les étoiles, même dans la journée, elles sont là. C'est parce qu'en fait, on ne les voit pas, mais elles s'illuminent que la nuit. Je me dis que finalement, même si on m'a pris à ce moment-là mon fils, je me dis que maintenant, il brille à côté de Dieu. Tout commence le dimanche 2 février par un coup de fil à la gendarmerie de Dax. C'est le père de Victor. Son fils n'est pas rentré depuis la veille au soir. Il n'a pas prévenu de son absence, alors qu'il n'est pas coutumier du fait. En analysant la ligne téléphonique de Victor, les gendarmes se rendent compte qu'il a reçu la veille, à 20h30, un texto envoyé par une jeune fille de 16 ans, Louise, son ex-petite copine, qu'ils vont immédiatement entendre. Céline Bucco, vice-procureure à Mont-de-Marsan, est en charge de l'affaire. Cette jeune fille va leur expliquer qu'effectivement, elle a échangé un texto avec Victor, qu'elle lui a donné un rendez-vous à Dax, mais qu'elle ne s'y est pas présentée. Donc les enquêteurs font à ce moment-là des vérifications sur la ligne téléphonique de cette jeune fille. Il apparaît que juste après l'échange de textos avec le jeune Victor, elle contacte un autre jeune homme âgé de 16 ans. Les gendarmes vont alors procéder à des vérifications sur la ligne téléphonique de ce jeune homme et vont constater que son téléphone, alors qu'il n'habite pas à Dax, que son téléphone va borner à Dax entre 15h le samedi et le dimanche matin vers 8h du matin. Le parquet ouvre alors une enquête pour enlèvement et séquestration. Les gendarmes se rendent au domicile de ce jeune homme, Hugo, et le placent en garde à vue. Sur la route qui mène à la gendarmerie, il va faire des aveux qui vont permettre de comprendre les circonstances de la mort de Victor. Il est 20h30, le samedi soir, quand Victor quitte le domicile de son père à Isos, petit village près de Dax. Il se rend au rendez-vous fixé par Louise dans son texto pour discuter. Pour arriver plus vite, le lycéen emprunte ce chemin au milieu des champs. Il marche une vingtaine de minutes en direction de Dax. Mais arrivé à destination, à l'écart de toute habitation, Louise n'est pas là. Il se retrouve nez à nez avec Hugo, armé d'un bâton. Selon la vice-procureure, Hugo dit aux gendarmes
avoir passé ses mains autour du cou de son adversaire, l'avoir fait tomber violemment par terre et étranglé. Il lui aurait ensuite asséné des coups sur la tête jusqu'à ce que Victor ne bouge plus. Après ses aveux, Hugo conduit les gendarmes sur le lieu du rendez-vous. Il va aussi leur montrer l'endroit, quelques mètres plus loin, dans ce champ, où il a sommairement enterré le corps à main nue. Hugo est mis en examen pour assassinat et incarcéré. Louise, pour complicité d'assassinat, est placée sous contrôle judiciaire. À Dax, le drame est vécu comme une déflagration. Sur la place de l'hôtel de ville, habitants et camarades de Victor se réunissent pour un dernier hommage. Victor est rentré dans ma vie quand nous étions en classe de moyenne section. On a ri ensemble, on a joué ensemble, mais surtout on a grandi ensemble. Et Victor, tu nous manques à tous. Mon Victor, mon meilleur ami, sache que je t'aime plus que tout et veille sur nous tous de là-haut, à ta famille, à tes meilleurs amis, à ta classe, à toutes les personnes que tu as pu aimer et à moi. Je t'aime, mon frère. Moi, je suis quelqu'un de réservé. Jean-Luc, le père de Victor, prend également la parole. Il a du tempérament, effectivement, il a son caractère. Il respirait la joie de vivre. Voilà, donc du fond du cœur, merci à tous d'être venus. Merci pour lui. Le rassemblement se termine sur une chanson de son rappeur préféré. Et dans toutes les têtes, une même question. Pourquoi s'en est-on pris à ce jeune homme sans histoire? Victor était un élève doué en première option management dans un lycée de Dax. Athlète accompli, il venait de décrocher le record du 800 mètres de son département. Il faisait partie de l'US Dax et s'entraînait ici plusieurs fois par semaine avec son ami Hamza. Cette piste, c'est là où on a partagé le plus de moments, c'est là où on a rigolé le plus, c'est là où on s'est découvert amis. Victor avait l'âme d'un compétiteur, comme nous tous, mais lui avait la fougue, il avait envie de gagner. Ces deux amis n'avaient pas de secret l'un pour l'autre. Pourtant, Hamza ne sait rien de la jeune fille qui aurait attiré Victor dans ce rendez-vous mortel. On ne sait pas d'où elle sort, on ne sait pas pourquoi. Il ne nous en a pas parlé. Et après, on ne cherchait pas forcément à connaître tous les détails de sa vie. Je pense que s'il avait jugé que c'était important, il nous en aurait parlé. Mais là, on n'en a absolument jamais entendu parler. Dans l'entourage de Victor, personne ne sait ni comment, ni quand il a rencontré Louise. Même sa mère l'ignore. Issue de la bourgeoisie locale, cette jeune fille de 16 ans a étudié jusqu'à la seconde dans un établissement catholique de Dax. Une adolescente sans histoire, d'après l'équipe pédagogique. Je n'ai pas eu besoin, si vous voulez, d'avoir un entretien particulier avec elle, parce qu'elle n'a jamais posé problème de discipline ou de problème tout court. Elle n'a pas eu besoin d'aide. Donc voilà, une jeune fille, neutre. Louise a aussi participé à un pèlerinage à Rome, où elle a rencontré le pape François. À la rentrée 2019, elle change d'établissement et s'inscrit au lycée Jeanne d'Arc d'Orthez. 180 élèves seulement dans cette institution catholique, réputée dans toute la région pour sa bonne éducation. C'est là qu'elle fait la connaissance d'Hugo. Rapidement, les deux jeunes vont sortir ensemble. Les amis du jeune homme ne comprennent pas qu'il soit impliqué dans un tel drame. On n'était pas dans la même classe, mais comme je suis fumeur, on se retrouvait, enfin on était à toutes les récrans ensemble, on était au coin fumeur ensemble. C'est comme ça qu'on s'est rapprochés. Je veux vous dire, moi il était très gentil, agréable, et pas du tout violent. Donc on a vu une autre facette de lui. Sa famille, décrite comme catholique fervente, habite dans un village à une vingtaine de kilomètres d'Orthez. Laurent, agriculteur, la connaît bien. Vous l'avez déjà rencontré, ce jeune? Oui, je l'ai vu avec ses parents. Pas causé beaucoup, mais je l'ai vu avec ses parents. Comment il était? Un beau garçon, vivant, qui était respectueux et qui disait toujours bonjour, et puis voilà.
Quelques jours après le drame, l'éleveur est allé rendre visite aux parents d'Hugo. Ils ont dit pourquoi leur enfant aurait fait ça? Non. Ils sont bouleversés, ils savent plus à quoi il faut penser. C'est tout. Ils ont dit que le gamin était démonté. Il réalise peut-être ce qu'il a fait, non? Il réalise à l'instant ce qu'il a fait, quoi. Deux adolescents ordinaires, sans casier judiciaire. Alors pourquoi ce couple d'amoureux s'en serait-il pris si violemment à Victor? Lors de sa garde à vue, pour justifier ce rendez-vous, Louise invoque un motif, pour le moins anodin. La jeune fille explique qu'elle a voulu se venger de Victor, qui lui aurait posé quelques semaines ou quelques mois auparavant un lapin. Par la suite, elle explique, et c'est confirmé par son petit copain, également mis en examen, qu'elle aurait donné un rendez-vous tout en sachant que son petit copain irait pour physiquement s'en prendre à Victor. Louise va faire une autre révélation. La jeune fille a pu expliquer à plusieurs reprises que son petit copain, donc le mis en examen, lui avait dit à plusieurs reprises vouloir tuer Victor, ce qu'elle indique ne pas avoir pris au sérieux. Maître Cohen, l'avocat du jeune homme mis en examen pour assassinat, avance lui un autre mobile. Louise aurait confié à son client un terrible secret. Elle lui dit qu'elle a été violée. Non seulement qu'elle a été violée, mais en plus... Par la personne qui est décédée. Mais en plus que son tourmenteur continue de la solliciter. Alors après, bien sûr, il est une question que l'information... Pourquoi elle n'a pas porté plainte? Pourquoi elle n'est pas allée... Ça fait partie des questions qu'on peut se poser. Mais à la limite, la réalité importe peu. Ce qui compte, c'est la manière dont lui l'aperçoit. Ce qui compte, c'est ce qu'il entend et ce qu'il retient de ce qu'elle lui dit. Hugo se serait donc transformé en justicier pour laver l'honneur de celle qu'il aime. Est-ce qu'il est passé à l'acte parce qu'il s'est senti menacé? Est-ce qu'il y a eu simplement un échange de coups de poing qui aurait mal tourné? Est-ce qu'il a eu peur? Est-ce qu'il a pensé sincèrement se défendre? Qui peut dire, affirmer que l'autre, le pseudo-rival, n'aurait pas résisté? On le décrit comme quelqu'un de sportif, de plutôt bien fait. En tout cas, il dit j'étais dans une réaction de défense et absolument pas dans la volonté de donner la mort. Absolument pas. Le parquet de Mont-de-Marsan affirme, lui, qu'aucune plainte pour viol ou agression n'a été déposée par Louise. Oui, hello. Merci, maître, de me rappeler. De son côté, l'avocat de la jeune fille refuse de réagir aux accusations lancées par l'avocat de Hugo. Et la mère de Louise ne souhaite pas s'exprimer. Est-ce que vous pourriez nous accorder 2 instants? Pour Basilia, son fils Victor était incapable de la moindre violence. Il serait venu vous en parler s'il avait fait quelque chose de mal Mais sans... non, il n'aurait pas fait, de toute façon, comment vous dire? Il ne m'en aurait pas parlé puisqu'il ne peut pas le faire. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est impensable. Je veux dire, c'est... Non, c'est vraiment le mot, c'est impensable. Les obsèques de Victor se sont déroulées le 10 février dernier à Dax, dans une cathédrale comble. Bien sûr que je suis anéantie, mais voyez-vous, je pardonne. Aussi surprenant que ça puisse paraître, je pardonne à toutes ces personnes qui sont impliquées de près ou de loin dans l'assassinat de mon fils. Je leur pardonne sincèrement. Je n'ai ni haine, ni colère, ni mépris. C'est ce que je dis. Et c'est ce que vraiment je ressens. En revanche, je souhaite vraiment que ces personnes soient sanctionnées par la justice humaine et la justice de Dieu. Les 2 jeunes mis en examen encourent la réclusion criminelle à perpétuité. Basilia, elle, veut créer une association pour lutter contre la violence faite aux mineurs. Bon, il était jeune, là, je trouvais qu'il avait 25 ans. Beau mec, hein. Ouais, petit frère.
On était vachement proches avec Christophe. Quand j'avais des soucis, machin, je l'appelais, voilà. Ça, c'est Christophe. C'est Titi. Son surnom dans la famille, c'est Titi. C'était un... Ouais, c'était... J'ai du mal à parler comme ça. C'était une belle personne. Une très belle personne. Sandrine Orsaz a appris la disparition de son frère il y a 6 ans. Mon frère et sa fille, Célia. Tué avec sa fille, âgée de 18 ans, dans des circonstances effroyables. Mon frère me manque. Célia aussi. C'est la prunelle de ses yeux, sa fille. Oui, il la gâtait, hein. C'était sa seule fille. Hein. Il n'y a pas eu d'autres enfants, donc il faisait beaucoup de montagnes avec sa fille. Il m'a envoyé beaucoup des photos sur Messenger, leurs montagnes. Une tragédie dans laquelle se mêlent manipulation, jalousie et harcèlement. Et dont un homme et une femme se rejettent depuis des années la responsabilité. L'affaire a pour théâtre une petite ville de l'Ariège, Mirepoix, 3000 habitants. Christophe et Célia Orsaz vivent ensemble dans cette grande maison, un gîte rural. La jeune fille y a rejoint son père après plusieurs années sans le voir, en raison d'un divorce conflictuel. Tous les deux profitent alors du bonheur de s'être retrouvés, comme sur ces images, 6 mois avant de disparaître. Allez. Soufflez. Allez, on souffle les deux. 1, 2, 3. T'as fait? Ah, vous puez de la gueule, là. Cet été-là, après avoir obtenu son bac et en attendant de commencer ses études d'esthéticienne, Célia accompagne son père, jardinier, chez ses clients. Sa meilleure amie, Valérie, se souvient encore de leur dernière conversation. On se parlait tous les jours avec Chris. C'était le 30 novembre 2017. Christophe devait déposer Célia à la gare après un dernier rendez-vous avec un client. Vers les 13h, il était en train de déjeuner avec sa fille chez lui à Mirepoix. Et donc, il m'envoie une photo, ils étaient tous les deux attablés. Je savais qu'il était triste sans le montrer, puisque sa fille le quittait le soir pour rejoindre son chéri. Il profitait de tous les moments avec elle, vraiment, vraiment au maximum. Et puis, il me dit, écoute, là, je vais chercher de l'essence. Et puis, après, on va à ce rendez-vous professionnel que j'ai à 17h. Vers 18h, je lui envoie un petit message en lui disant écoute, coucou, comment s'est passé ton entretien? À minuit avant de me coucher, toujours pas d'accusé de réception. Donc je me dis, non, là, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Christophe et Célia ne donneront plus aucun signe de vie. Leurs proches signalent leur disparition dès le lendemain. Les gendarmes établissent que le père et la fille ont quitté leur gîte à 16h, comme on le voit sur cette image de vidéosurveillance. Mais Célia n'est ensuite jamais montée dans le train pour rejoindre son petit ami. Leurs 2 téléphones ont cessé d'émettre vers 16h30, à 30 km dans la direction opposée de la gare, dans ces montagnes. Et c'est là que 24 heures plus tard, le véhicule de Christophe est découvert dans la neige, carbonisé. Dans l'utilitaire, la poignée d'une valise appartenant à Célia. Mais aucun corps. Les chiens de la gendarmerie suivent une odeur sur quelques mètres, avant de s'arrêter net. Le père et la fille sont-ils partis volontairement ? Christophe a-t-il pu faire du mal à Célia? Ont-ils été victimes d'une mauvaise rencontre? Toutes les pistes sont envisagées par les enquêteurs. On est sur l'hypothèse accidentelle ou le drame familial, et donc c'est l'idée qu'on peut avoir les corps du père et de sa fille qui sont à proximité du véhicule. Il y a des grosses recherches opérationnelles qui sont menées, il y a une 50aine de gendarmes hélicoptères, on y a mis des spéléologues, puisqu'il y a cette zone dans laquelle il y a une 50aine de gouffres qu'on a tous fouillés intégralement. On a fait également intervenir des plongeurs. Au fur et à mesure que les recherches sur le terrain étaient infructueuses, ça crédibilisait évidemment l'hypothèse criminelle.
L'entourage de Christophe est interrogé. Et un nom est sur toutes les lèvres. Celui d'une femme, son ancienne compagne, Marie-Josée Montesinos. Leur histoire d'amour a commencé sur Internet en 2012, via un groupe Facebook autour de leur passion commune, la randonnée. Un petit coin que j'apprécie particulièrement. J'ai toujours aimé ce petit coin. C'était Marie-Jo qui m'avait fait connaître là-dessus. Elle est infirmière dans une clinique de la région. Elle a 50 ans, elle est divorcée et maman d'une fille. La sœur de Christophe se souvient d'une relation tumultueuse. Pour un rien, elle faisait des histoires. Elle déclenchait des disputes. Il encaissait beaucoup de choses. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi? Parce qu'il l'aimait. Parce que inconsciemment, il savait qu'elle était toxique, elle était jalouse de Célia. C'est pour ça que quand Célia est venue vivre avec son père, elle n'a pas supporté. Il a eu le courage de la quitter grâce à Célia. Après 4 ans de relation, Christophe chasse Marie-Josée du gîte. Dans les jours qui suivent, il est victime d'un cambriolage et les pneus de son véhicule sont crevés. Puis, les uns après les autres, ses employeurs le licencient. Christophe découvre que Marie-Josée Montesinos l'a dénigré auprès d'eux, racontant qu'il est voleur, manipulateur, pervers. Christophe Orsaz dépose alors plusieurs plaintes contre son ex-compagne. Aux gendarmes, il explique. Quand je l'ai quittée, elle m'avait dit « Tu m'avais promis que tu ne repartirais plus. Je vais te le faire payer. Je vais te détruire. Je vais te faire mettre en prison. Tu ne passeras pas Noël avec ta fille. » 2 mois plus tard, c'est Marie-Josée Montesinos qui porte plainte contre Christophe pour des menaces de mort et des violences. Il me mettait des claques, me tordait le bras, m'attrapait à la gorge. Lorsqu'on se disputait, il me disait « Si tu racontes quoi que ce soit à quelqu'un, je t'étrangle. Je connais des gens et je te ferai violer par 7 ou 8 mecs. » Parole contre parole, le conflit s'enlise. Selon ses proches, Christophe commence à craindre son ex-compagne. Elle rôdait autour du gîte. Il m'a dit, écoute, elle est garée devant, je sais que la voiture qui est là depuis 2 heures, c'est elle. Elle se cache, elle croit que je la vois pas, mais je sais que c'est elle. Et n'empêche qu'il n'osait pas sortir. Il était dans un état de peur par rapport à cette femme. Il le disait à tout le monde. Moi, combien de fois j'ai eu mon frère en pleurs au téléphone? Il m'a toujours dit, s'il m'arrive quelque chose, à Célia et à moi, c'est la Montesinos. Les enquêteurs acquièrent la conviction que l'infirmière est impliquée dans la disparition de Christophe et sa fille. Ils la placent sur écoute et découvrent qu'elle a un nouveau compagnon. Il s'appelle Jean-Paul Vidal. Or, les gendarmes établissent qu'il est l'utilisateur d'un téléphone à carte prépayé qui a été activé la veille de la disparition et n'a servi qu'à contacter Christophe Orsaz. Pour eux, Jean-Paul Vidal est celui qui a fixé le fameux rendez-vous professionnel à Christophe avant d'accompagner sa fille à la gare. Ils saisissent les portables de Marie-Josée Montesinos et de son amant et retrouvent des dizaines de SMS effacés, dont des messages troublants. C'est un dingue et je n'en peux plus d'être traqué comme une bête, ça m'épuise. Je vais t'aider pour trouver une solution. Je ferai tout mon possible pour t'aider, même si je dois être impliqué. J'ai des envies de meurtre. Enfin, les enquêteurs découvrent que tous les deux ont demandé à des proches de leur fournir de faux alibis. Le 11 juin 2018, 6 mois après la disparition, ils sont placés en garde à vue. Jean-Paul Vidal, puis Marie-Josée Montesinos craquent et avouent avoir tué Christophe et Célia. Les amants racontent avoir donné rendez-vous à Christophe Orsaz dans ce hameau isolé, inhabité pendant l'hiver. En arrivant, Christophe aurait laissé Célia attendre dans la voiture, puis aurait avancé entre les vieilles bâtisses.
C'est alors que Marie-Josée Montesinos et Jean-Paul Vidal auraient surgi de cette grange et l'auraient battu avec des barres de fer, avant de le plonger, agonisant, dans cette fosse septique. Au moment même où ils s'en prenaient tous deux à Christophe Orsaz, ils percevaient les cris de Célia, dont ils découvraient à cet instant la présence. En effet, celle-ci, prenant conscience de la situation, s'était enfermée dans la voiture de son père. Elle hurlait. Jean-Paul Vidal raconte avoir pénétré dans le véhicule et ligoté Célia. Suivi de Marie-Josée Montesinos dans une autre voiture, il aurait emmené la jeune fille à une vingtaine de kilomètres de là, en contrebas d'un chemin, et lui aurait tiré une balle dans la tête. Puis le couple aurait dissimulé son corps et incendié le véhicule de Christophe à la sortie de la forêt. Avec ces aveux, dès le lendemain, les gendarmes découvrent les cadavres de Célia et Christophe. Jean-Paul Vidal et Marie-Josée Montesinos sont mis en examen et incarcérés pour le meurtre de la jeune fille et l'assassinat de son père. Comment expliquer un tel déchaînement de violence? Le rôle de Jean-Paul Vidal interroge particulièrement, lui qui ne connaissait même pas Christophe Orsaz et sa fille. C'est un homme sans histoire, marié, 3 enfants, décrit comme calme et affable. Il est carrossier et apprécié dans la région pour ses spectacles de cascade. Selon son avocat, il a été capable du pire uniquement parce que Marie-Josée Montesinos l'avait convaincu que Christophe Orsaz était un homme dangereux. Les craintes qui sont rapportées par Mme Montesinos ne suffisent pas. Elle va rédiger des courriers en se faisant passer pour M. Orsaz. Il va en recevoir sur son lieu de travail, il va en recevoir à son domicile, et c'est des lettres de, de menaces déguisées, jusqu'à certains courriers qui visent directement les enfants de M. Vidal. Et là, je pense qu'on franchit un cap et qui fait qu'on va basculer sur, on va dire, du projet à quelque chose de plus concret, et on glisse vers peut-être l'inévitable. Qu'est-ce qui était écrit dans ces courriers? Sommairement, on pourrait dire « Je sais où vont tes enfants à l'école ». L'avocat rappelle que c'est Marie-Josée Montesinos qui a fourni les téléphones prépayés à son amant et a choisi le lieu du guet-apens. Et il affirme que c'est sous son influence que son client se serait résolu à éliminer Célia. Célia, elle n'est pas prévue. Célia, elle n'est pas prévue sur les lieux des faits, et les deux se trouvent dépourvus quant à sa présence sur les lieux. Quand M. Vidal va voir Mme Montesinos en lui demandant « Mais qu'est-ce qu'on fait ?» La réponse, en quelque sorte, c'est « Si on la laisse partir, elle va tout dire. Tu ne reverras plus tes enfants. » Et on est encore sur ce qui fait peut-être la fragilité de M. Vidal, c'est la place qu'occupent ses enfants. Je ne dis pas que c'est une excuse, c'est un élément de compréhension sur comment on peut agir sur M. Vidal. Interrogée par le juge, Marie-Josée Montesinos conteste être l'instigatrice du piège mortel et d'avoir manipulé son amant. Je ne souhaitais pas la mort de Christophe Orsaz. C'est bien Jean-Paul Vidal qui souhaitait avoir une explication avec lui. Il voulait lui dire d'arrêter de me menacer. Il était prévu qu'il le frappe à main nue et qu'il lui dise d'arrêter. Il n'y a eu aucune discussion avec Jean-Paul Vidal sur le sort de Célia. J'étais tétanisée, paralysée, incapable de réagir. A contrario, Jean-Paul Vidal affirme que c'est Marie-Josée Montesinos qui lui conseille de se servir du fusil.
Et l'avocat de la famille des victimes souligne que c'est elle qui transportait l'arme. On sait que le fusil se trouve dans le coffre du véhicule qui est conduit par Madame Montesinos. Donc la question qui s'est posée, notamment le jour de la reconstitution, c'est de savoir qui avait ouvert le coffre. Il y a eu des investigations qui ont été faites. Il semblerait que M. Vidal ne pouvait pas prendre ce fusil de l'extérieur si ce n'était pas Madame Montesinos qui lui ouvrait de l'intérieur. Ce qui a fait dire au magistrat instructeur et à la chambre d'instruction que Madame Montesinos, elle a un rôle actif, matériel, dans les minutes qui précèdent le meurtre de Madame Célia Orsaz. Les avocats de Marie-Josée Montesinos n'ont pas souhaité répondre à nos questions. Mais nous avons pu rencontrer sa sœur, avec qui elle a correspondu en prison. Annie décrit une personnalité perturbée, depuis un traumatisme subi dans son enfance. Quand Marie-Josée avait 8 ans, le souvenir que j'en ai, elle est partie en vacances. Tout à coup, on voit revenir quelqu'un qui se tait, qui ne mange plus, qui se racle la gorge en permanence. Elle ne pouvait plus avaler. En fait, pendant ses vacances, Marie-Josée aurait été violée de façon répétée par son père, aujourd'hui décédé. Selon Annie, ce drame aurait fait grandir sa sœur dans la colère et dans la haine. C'est resté le secret de famille. Elle a peut-être pensé qu'on ne la croyait pas. Je ne sais pas ce qu'elle a pensé. Pour elle, ça a été une injustice supplémentaire. Elle s'est construite sur des fausses bases, sur des bases comme du sable mouvant, donc elle a fait ce qu'elle a pu. Maintenant qu'elle est devenue bourreau, elle doit pouvoir comprendre que les victimes attendent aussi qu'elle reconnaisse ce qu'elle a fait, qu'elle réalise l'horreur de ce geste qu'elle a fait, de manière à ce que chacun puisse faire le deuil. En témoignant, Annie souhaite que sa sœur comprenne que si elle est responsable du drame, elle doit tout avouer lors du procès. Une étape que la famille de Christophe et Célia attend depuis 6 ans. Elle n'a pas tué que mon frère et ma nièce. Elle a tué ma mère de chagrin. Ma mère, ça fait 3 mois qu'elle vient de s'éteindre. De tristesse. Elle voulait savoir le verdict. Qu'est-ce que vous espérez de cette audience? Vous espérez des explications? Vous attendez quelque chose d'eux? Elle, non. Oui, lui, oui, j'aimerais bien lui poser une question. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as tué des gens que tu ne connaissais même pas? T'as tué une gamine l'âge à ta fille. Pourquoi? L'audience devant la cour d'assises de l'Ariège va durer 6 jours. Jean-Paul Vidal et Marie-Josée Montesinos restent présumés innocents. Ça, c'est quand il est parti au Maroc. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Il y a 6 ans, Ça, c'est quand il est parti au ski. Marc et sa fille Nelly ont perdu un être cher. Quand on était jeune, mes parents travaillaient, c'est moi qui m'en occupais. Comme il avait 5 ans de moins que moi, il était toujours dans mes pattes. C'est moi qui l'amenais à l'école. Quand je sortais de l'école, je l'attendais. Patrick, le frère de Marc, a été retrouvé mort, assassiné. C'était quelqu'un qui était apprécié de beaucoup de gens. C'est un bon vivant. Il aimait les gens et les gens l'aimaient en retour. Hein. Ouais. Jamais on n'a pensé à un truc comme ça. Jamais. Il n'est pas d'ennemi. Hein. Il n'a aucun ennemi. Le seul qu'il a eu l'a tué. Hein. Ouais. 6 ans que Marc attend un procès qui s'ouvrira demain à Montpellier. Une interminable enquête pour tenter de confondre un homme et une femme qui auraient agi par vengeance sur fond de rivalité amoureuse. Patrick Isoard, 49 ans, divorcé, père d'une fille de 12 ans, vivait chez sa mère dont il s'occupait. Une vie simple, passée entre son travail de livreur à l'hôpital, ses amis
Et sa famille? Le mardi 24 juin 2014, Marc, son frère, reçoit un appel. Ma mère m'appelle vers 10h et elle me dit je suis inquiète, elle me dit Patrick il est pas rentré dormir, il n'a pas été au gala de la petite le lundi soir, elle me dit, et puis alors moi je lui dis tu es appelé à l'hôpital, elle me dit ouais, elle me dit j'ai vu son collègue là, Lulu, et il m'a dit qu'il n'avait pas été travailler. Ça m'a inquiété quand même, le fait de... Voilà, là je m'inquiète un peu parce que le fait de... Il y a trop de trucs... Laisser ma grand-mère comme il a laissé, alors que voilà, c'est une personne âgée, il s'occupait d'elle, il savait très bien qu'il fallait qu'il la prévienne pour pas qu'elle se fasse de soucis. Enfin voilà, ils vivaient ensemble, ils étaient tous les deux, donc voilà, il y avait ce rapport-là de je te préviens, je rentre pas, je fais ça, je vais là-bas, tu es au courant de tout. Et là, que ma grand-mère ait pas de nouvelles, pour moi déjà, c'était pas possible, quoi. Marc apprend par des copains de Patrick que la veille, son frère avait rendez-vous avec une jeune femme dans cette rue, à l'entrée du cimetière. Sur place, Marc retrouve le scooter de son frère et dans le coffre, son portefeuille et son téléphone portable. Le portable, bon, moi je l'ai pris et j'ai regardé là un peu là, les numéros et je suis tombé sur la fille avec qui il avait rendez-vous. Et cette fille, là, je lui ai dit, c'est toi qui as eu rendez-vous avec mon frère au cimetière? Elle me dit oui. Et j'ai dit, qu'est-ce que vous avez fait au cimetière? Elle me dit, on est resté devant le cimetière hein, et on est partis chacun d'un côté. Voilà, il m'a laissé en plan, elle me dit. Voilà. Cette jeune femme, Audrey Louvet, est mère de 2 enfants. Une Sétoise de 33 ans qui alterne les petits boulots et vit des minima sociaux. Elle a eu une aventure avec Patrick 7 ans auparavant et avait pris contact avec lui seulement 15 jours avant sa disparition. Patrick s'en était d'ailleurs étonné, comme il l'avait confié à Philippe, un très bon copain. Ce soir-là, il me dit, écoute, il faut que je te fasse goûter quelque chose parce que ça me perturbe et j'ai besoin de ton avis. Je dis, il n'y a pas de problème. Il m'a fait écouter l'appel. Je ne connaissais pas du tout cette fille, mais elle avait une voix langoureuse au téléphone, une voix mielleuse. Patrick, tu te souviens de moi, je pense souvent à toi, j'ai envie de te revoir. Tu veux pas qu'on aille boire un café avec Sam, on discutera. Je suis seul. Donc, ouais. Je lui faisais du rentre-dedans, mais alors flagrant. Hein. Il m'a dit, tiens, pense quoi? J'ai dit, j'en pense qu'elle te propose autre chose qu'un café. Et il m'a dit, c'est bien ce que je pensais. Il m'a dit, mais ça me paraît tellement bizarre. Il m'a dit, parce que j'ai plus jamais eu de nouvelles. Et du jour au lendemain, elle me rappelle. Mais j'ai dit, écoute, profite, hein, tant que tu profites. Hein, et après, tu verras ce qui se passe. Après 2 jours sans nouvelles, Marc signale la disparition de son frère. Les policiers s'intéressent aussitôt à la jeune femme. Sur ses relevés téléphoniques, ils constatent qu'avant ou après chaque contact avec Patrick Isoard, elle s'empresse d'appeler un autre homme. Rémi Chêne, 44 ans, coiffeur à domicile. Comme si elle lui rendait des comptes. Autre élément troublant, le téléphone de cet homme borne aux alentours du cimetière le jour de la disparition. Interrogés en garde à vue, Audrey Louvet et Rémi Chêne nient toute implication. Rémi Chêne explique qu'Audrey n'est qu'une amie et que ce jour-là, il l'a déposée au cimetière tout simplement parce qu'il avait un rendez-vous à proximité. Ils sont relâchés. 3 semaines plus tard, à 300 mètres à peine du lieu de rendez-vous, la police découvre le corps de Patrick Isoard dans cette grotte. Un vaste réseau de galeries creusées par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans cette petite cavité, son cadavre est retrouvé ligoté, partiellement brûlé, la tête recouverte d'un sac plastique. Patrick Isoard a été abattu d'une balle dans le dos et d'une autre dans la tête. Mais aucun ADN, aucun témoin, pas d'arme du crime. C'est d'Audrey Louvet que va venir la clé du mystère. Dans les mois qui suivent, elle s'installe à Lunel, à 70 km de Sète, où elle ne connaît personne et n'a pas de travail. Elle sympathise avec cette jeune femme, une voisine qui souhaite rester anonyme
et qui se souvient de son comportement pour le moins étrange. Elle avait un petit F2, tout dans le noir, tous les volets fermés, les volets de la cuisine, les volets du salon, les volets de la fenêtre, toujours dans le noir. Elle avait 2 petites lampes qu'elle laissait allumer. Elle ne voulait pas mettre la lumière. Quand on tapait, il fallait se taire, ne pas faire de bruit. Elle allait à son Judas, elle regardait pour voir qui c'était. Alors si elle ne voulait pas ouvrir, on restait là, tels des statues, sans bruit, en attendant que la personne s'éloigne. Elle vidait, cloîtrait. Elle avait l'air d'avoir peur? Elle avait peur. Mais vous saviez de quoi? Absolument pas. À sa voisine, Audrey parle sans arrêt du meurtre de Patrick Isoard. Elle évoque aussi souvent l'un de ses amis, Rémi Chêne, qu'elle finit par accuser. Ce dernier lui aurait demandé d'attirer Patrick dans la grotte. Nous étions dans la cuisine et nous étions en train de discuter de tout et de rien. Et elle s'est mise à me dire qu'elle avait été manipulée par lui, qu'il s'était servi d'elle. Mais comment ça, il t'a manipulée? Oui, il s'est servi de moi. Mais Audrey, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Elle m'a expliqué que M. Rémi l'avait déposé et que par la suite, elle s'est retrouvée avec M. Isoard où elle lui avait donné rendez-vous. M. Isoard n'a pas voulu la suivre dans la grotte, donc elle lui a prétexté une gâterie pour le faire entrer dans la grotte et qu'elle serait partie en laissant M. Isoard dans la grotte. La voisine alerte aussitôt les enquêteurs. Ce témoignage confirme leurs doutes, car en poursuivant leur enquête, ils ont découvert plusieurs éléments troublants, résumés dans leurs conclusions. Rémi Chêne, tout comme Audrey Louvet, ont volontairement supprimé de leur téléphone portable toute trace de leurs échanges téléphoniques, fort nombreux. Rémi Chêne a aussi tapé des mots-clés suspects sur Internet. Alibi, attiré, cartouche, cimetière, enflammé, preuve. En mars 2016, après 2 ans d'enquête, ils sont tous les deux mis en examen et placés en détention. Audrey Louvet répète qu'elle a été manipulée par Rémi Chêne. Elle affirme qu'une fois arrivée dans la grotte avec Patrick, elle a découvert Rémi masqué et armé d'un fusil. Là, il l'aurait contrainte à ligoter Patrick, puis lui aurait ordonné de quitter les lieux. Pourquoi se serait-elle prêtée à ce jeu sordide? Selon son avocate, Rémi lui aurait juré que Patrick lui devait beaucoup d'argent et qu'il voulait simplement lui faire peur. Ce qui est sûr, c'est qu'elle, au moment où elle accepte de faire ça, elle n'imagine pas une seule seconde que ça va avoir comme résultat final le décès d'un homme. Ça, c'est une certitude. Je pense que quand on le raconte comme ça, on se dit mais n'importe quoi, personne n'aurait cru un truc comme ça. Mais quand on connaît la personnalité d'Audrey, qui est quelqu'un qui fait confiance en fait, et dans le cadre des expertises, je veux dire, c'est implacable. C'est-à-dire qu'il y a des carences au plan affectif qui ont fait qu'elle s'est construite avec ces carences et qui fait que elle en demande d'affection, d'amour et d'attention. Et donc quand quelqu'un s'intéresse à elle, prend de ses nouvelles, et surtout quand quelqu'un a besoin d'elle, ce qui n'est certainement jamais arrivé dans sa vie, à part ses enfants en sa qualité de maman, elle, en fait, elle ne remet pas du tout en question, à aucun moment, elle ne remet en question le fait que ce qu'il lui dit peut ne pas être vrai. De son côté, Rémi Chêne continue de nier les faits. Ses recherches sur Internet? Une coïncidence. Les messages effacés? Un hasard. Et pour l'avocat de Rémi Chêne, Audrey Louvet a trop souvent changé de version pour être crédible. La stratégie de défense a changé. Elle n'est plus innocente, elle est victime. Elle n'est plus innocente, elle a été manipulée. Et à partir de là, sa stratégie, ça va être de dire « c'est pas moi ». Alors j'ai une petite part de responsabilité, mais le coupable, c'est Chêne. Rémi Chêne comparé devant la cour d'assises de l'Hérault sur la seule base des déclarations d'Audrey Louvet. On n'a trouvé aucune arme et surtout, on n'a pas trouvé son ADN dans cette grotte.
La justice est pourtant convaincue que Rémi Chesne a organisé le meurtre de Patrick Isoire. Elle aurait même trouvé le mobile. La vengeance d'un adultère vieux de 5 ans. Car surprise, Patrick, la victime, avait une liaison avec Nadège, la femme de Rémi, 5 ans plus tôt. Patrick et Nadège travaillaient ensemble à l'hôpital de Sète. Un jour de juillet 2009, à l'issue d'un pot entre collègues, et après plusieurs semaines de flirt, ils ont une relation intime. Le lendemain, Nadège est retrouvée chez elle pendue dans son garage. Rémi dit l'avoir découverte au réveil. Et à côté d'elle, soigneusement posée, son alliance, sa montre et cette lettre manuscrite. Pour Jean-Marc Darrigade, l'avocat des proches de Patrick, le contenu de cette lettre pose aujourd'hui question. Là, ce qui est intéressant, c'est ça. Rémi, j'ai vraiment de profonds regrets de ce qui s'est passé, car je t'ai trompé. J'avais trop bu, déjà c'était une erreur. Et tout s'est enchaîné. Je me rappelle, alors là, je n'arrive pas trop à lire, je me rappelle de mes faits et gestes, mais voilà, c'est une grosse erreur. Et je regrette de m'être donné à quelqu'un qui, en plus, travaille avec moi. Et cela me met dans une situation particulièrement difficile. Point. Donc là, c'est absolument pas la lettre de quelqu'un qui se suicide. C'est comme une attestation faite contre soi-même dans le cadre d'un divorce. Il n'y a pas un mot de revoir ni pour sa fille, ni pour son mari éventuellement, ni un mot d'excuse d'en avoir recours à cette extrémité, il n'y a rien. Alors que tout le monde sait que c'était la prunelle de ses yeux, sa fille. Voilà, elle ne vivait que pour elle. Donc c'est impossible que ceci soit une lettre d'adieu. À l'époque, la police entend les proches de Nadège, mais aussi Patrick Isoire. Il disait être lui aussi troublé par ce suicide. J'avais dit à Nadège que je ne voulais pas être celui qui briserait son couple. J'étais très attiré par elle et je voulais que les choses se passent bien. Elle m'avait confié qu'elle n'aimait plus son mari, elle ressentait une lassitude. D'ailleurs, on s'est revus hier soir, 21h. Elle est passée me chercher en voiture, on a discuté. Là, elle m'a demandé si je voulais que notre relation perdure. Je lui ai confirmé en lui disant que je l'aimais. On est resté un quart d'heure ensemble, on s'est embrassés et serrés dans les bras. Et elle m'a dit de ne pas m'inquiéter, qu'avec son mari, elle voulait rompre, mais tout doucement. Elle voulait laisser du temps à son mari. Elle m'a dit également qu'elle se sentait bien avec moi. Pour l'accusation, aucun doute. Rémi Chesne se serait vengé en tuant d'abord sa femme, puis son amant, 5 ans plus tard. Laurine, 22 ans, est l'unique fille de Rémi Chesne et de Nadège. Elle ne croit pas une seule seconde à cette thèse. Elle avait 11 ans à la mort de sa mère. Les derniers temps, ma maman n'allait pas très bien. Elle se disait possédée par des sorciers, donc elle se sentait pas bien dans sa peau et elle faisait énormément de crises de somnambulisme, mais des très très grosses crises de somnambulisme. Donc non, c'est très compliqué pour moi, puisque d'autant plus qu'au moment de son suicide, j'étais dans la maison, donc je sais très bien qu'il n'y a pas eu de dispute ou autre. Pour moi, mon père n'a rien à voir dans cette affaire et c'est pas un assassin envers personne. Et il a rien à voir avec quelconque meurtre, et voilà. L'avocat de Rémi Chesne, lui non plus, dit ne pas comprendre le mobile avancé par l'accusation. Quel homme faut-il être pour, 5 ans après, venir et se venger, se venger et tout perdre? Parce que si c'est le cas, il a tout perdu. Il a perdu sa fille, il a perdu sa femme, il a perdu sa liberté, il a perdu sa dignité. Il aurait tout perdu 5 ans après, alors qu'il est en train de se reconstruire. C'est le mobile, mais je trouve qu'il est très fragile. Une nouvelle enquête a été ouverte sur le suicide de Nadège. Elle est toujours en cours. Quant à l'affaire Patrick Isoire, Audrey Louvet et Rémi Chesne comparaîtront à partir de demain pour enlèvement, séquestration et assassinat. J'ai pas mal d'articles là. Après 6 ans d'attente, Marc Isoire, le frère de Patrick, attend cette journée comme une délivrance. Je veux revoir sa tête et qu'il y ait un prison jusqu'à la fin de ses jours, et puis voilà, qu'on n'en parle plus. S'il avoue, si c'est bien, s'il avoue pas, c'est pareil. Quand vous lisez le dossier, il n'y a aucun doute que c'est lui, quoi. Avec tout ce qu'ils ont, si lui s'en sort, on peut tuer les gens. Il n'y a aucun problème.
C'est... Non, non, je contiens. Je languis déjà d'y être au procès le dernier jour. Audrey Louvet et Rémi Chêne encourent la réclusion à perpétuité. Camille, tout juste 22 ans, s'exprime pour la première fois à la télévision. Malgré la douleur, elle a accepté de revenir longuement sur le décès de Jean-Christophe Piel, son beau-père, avec qui elle a grandi toute son adolescence. Elle a appris son meurtre au détour d'un simple texto. J'étais encore dans la Marne. Je faisais du shopping, on était une après-midi, il faisait beau. Je reçois un SMS et c'est un message très vague qui me dit « Bonsoir Camille, je suis désolée pour toi. Toutes mes condoléances. J'espère que t'es pas trop chamboulée. » J'appelle tout de suite Marie-Christine. J'essaye de savoir ce qui se passe. C'est la maman de Jean-Christophe? C'est la maman de Jean-Christophe qui me répond et qui m'annonce en s'effondrant que Jean-Christophe s'est reçu une balle dans la tête à 7 h du matin. Tout de suite, la première chose qui me vient, c'est « Ah mon Dieu, elle l'a fait », en pensant à Delphine. Celle qu'elle appelle froidement Delphine n'est autre que sa propre mère, Delphine Pinto. Camille est persuadée qu'elle a commandité le meurtre de son beau-père, Jean-Christophe. Aujourd'hui mise en examen, Delphine est soupçonnée d'avoir recruté 2 hommes de main et d'être le cerveau d'un complot criminel nourri de longue date. C'était le 24 août dernier au petit matin. Jean-Christophe, qui est séparé de Delphine depuis 4 ans, habite un 2 pièces dans cette bâtisse. Comme souvent avant de partir travailler, il sort couper des roses dans son jardin. Alors qu'il est de dos, il reçoit une balle dans la nuque et tombe inanimé au sol. Dans la maison mitoyenne, Carole Anne et son petit ami sont les premiers témoins du drame. Le Velux était entrouvert, donc on a entendu un bruit, le bruit d'un coup de feu. C'est vraiment une déflagration qu'on entendait, quoi. Ça a résonné énormément. Du coup, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est levé. J'ai ouvert mon Velux et j'ai essayé de regarder à travers, qui donne sur une partie de mon parking, en fait. On n'a rien entendu, pas de voiture partir à toute vitesse. Rien du tout. C'était d'un silence. C'est ça qui était bizarre, en fait. Vers 7h15, lorsqu'elle sort de chez elle, pompiers, SAMU et gendarmerie sont déjà sur place. J'ai vu après avec les secours que mon voisin était allongé ici, en face de son rosier, dos au sol et la tête tournée vers le parking. Et on a vu qu'ils essayaient de le maintenir en vie, quoi. Jean-Christophe est héliporté vers l'hôpital d'Amiens dans un état critique. Il décédera 2 jours plus tard des suites de sa blessure. Les enquêteurs écartent très vite la piste du rôdeur. Ils envisagent plutôt un tireur embusqué dans les buissons, venu procéder à une exécution. Jean-Christophe Piel avait 41 ans. Il était kiné, passionné de sport et de vélo en tout genre. Excellent! On le voit ici avec les membres de son club de VTT, dans l'Oise, en train de bricoler des vélos pour la fête annuelle du club. Vas-y, encore. Ouais, c'est nickel. Là, il est bien. C'est pas mal, là, quand même. Sébastien, Christian et Laurent, ses amis, dressent le portrait d'un homme au grand cœur. La joie et la bonne humeur. Toujours, toujours. Même quand c'est dur. Toujours en train de rigoler et tout. Non, c'était quelqu'un de formidable. Il a apporté quand même beaucoup de choses au club. Son humour. Il n'y a pas une photo où il n'a pas le sourire. Ouais. Et puis du réconfort aussi, parce que quelquefois sur quelques sorties, on se fait mal un petit peu. On a mal à une hanche, ou on a mal à un genou. Et puis il y avait toujours la table de kiné quasiment dans la voiture. Et puis on avait tous un petit peu le droit, à tour de rôle, au retour de balade,
à une petite séance de kiné, quoi. Un homme qui faisait l'unanimité autour de lui. On ne lui connaissait aucun ennemi, sauf peut-être son épouse, Delphine, avec qui la séparation était plus que houleuse. Ils se rencontrent en 2011. Jean-Christophe est alors le kiné de Laurent, le fils de Delphine. À l'époque, elle vit seule avec ses 3 enfants. Lui est divorcé, papa d'un petit garçon de 5 ans. Entre eux, c'est le coup de foudre. Ils se marient en 2013 au château de Chantilly. Un mariage en grande pompe, comme Delphine en a toujours rêvé. Au tout début, je me souviens que c'était vraiment tout beau, tout rose. C'était le couple idéal, fou amoureux. C'était tout le temps en train de se regarder profondément dans les yeux, en train de se faire des grandes soirées ou des escapades dès qu'ils pouvaient. Ensemble, ils ont 2 filles. Une famille recomposée, heureuse et soudée. Même si au fil des années, les proches du couple commencent à trouver Delphine un peu tyrannique. On sentait pas un amour intense chez elle pour lui. Voilà. Donc voilà, moi perso, ça me gênait. Elle était changeante. Elle pouvait être tout à fait charmante, comme elle pouvait être tout à fait pas charmante, quoi. Voilà. Et avec lui, elle n'était pas forcément charmante. Moi, j'aurais pas supporté ce que JC supportait, hein, c'est clair. Ça a commencé par Jean-Christophe qui pouvait plus forcément aller voir ses copains le soir en sortant du travail pour aller boire un petit apéro, chose qu'apparemment il faisait beaucoup avant. Hein. Donc Jean-Christophe n'avait pas le droit de sortir. Elle était beaucoup dans les danses latines. Lorsqu'elle rentrait, elle réveillait Jean-Christophe et en portant des talons et en dansant toute la soirée, il fallait un petit massage des pieds. Et lui, trop gentil encore, qui accepte tout et qui bronche pas, quoi. Delphine sort beaucoup en soirée salsa. Elle est dépeinte comme charmeuse et très volage. Jean-Christophe commence à la tromper. Il décide de la quitter en février 2017. Dans les mois qui suivent la séparation, Delphine accuse Jean-Christophe de viol et attouchement sur Laurent et Mathilda, ses enfants issus de sa première union. Mais aussi sur l'une des filles qu'ils ont eues ensemble. Elle dit avoir vu Jean-Christophe dans le bain avec l'aîné, le sexe en érection. Placé en garde à vue, il reconnaît l'érection, explique qu'elle n'était pas intentionnelle, mais liée au mouvement de l'eau. Il est mis en examen dans les 2 affaires, mais laissé libre. Des accusations que Camille a du mal à croire. J'ai jamais rien remarqué de particulier. Quand il donnait le bain, la porte était ouverte, on passait devant, on entendait les petites qui rigolaient, ils les amenaient à l'école, enfin, j'ai jamais rien vu. En plus, Jean-Christophe, c'est quelqu'un qui est relativement pudique. Ça collait pas du tout entre sa personnalité et ce qui était dit derrière, donc... La justice interdit à Jean-Christophe de voir ses filles le temps de l'enquête. 3 ans plus tard, il obtient un non-lieu et est blanchi. Mais il meurt 2 jours avant de pouvoir les revoir. La deuxième procédure concernant les enfants de Delphine, elle, s'est éteinte avec son décès. Delphine aurait-elle voulu nuire à son mari? Aurait-elle été capable de tout inventer? Certains en sont convaincus, car ils l'ont déjà vu mentir par le passé. Barbara a tenu à garder l'anonymat pour des raisons professionnelles. Elle est la nièce du premier mari de Delphine. Elle l'a côtoyé au début des années 2000 dans les réunions de famille. Selon elle, Delphine, la vingtaine à l'époque, était une mythomane. Ce qu'elle nous disait, c'est qu'elle avait des usines de Porto au Portugal. C'était un héritage où, voilà, qu'en tout cas, elle était héritière, quoi, voilà. Et la chose qui m'a frappée, elle nous disait, je suis avocate à Beauvais ou je sais plus trop.
Ça me paraissait improbable. Quand on s'est rencontrés, elle a 22 ans, elle a des enfants en bas âge. Pour moi, on ne peut pas être avocate à 22 ans, quoi. Enfin, moi, j'ai jamais été dupe, en tout cas, personnellement. Je savais très bien que tout ce qu'elle disait, c'était faux. Delphine se serait inventé une vie, voire des vies. En 2005, fraîchement divorcée avec ses 3 enfants à charge, elle fait croire à une association que son fils Laurent, 3 ans, a besoin d'une greffe de rein en urgence à New York et récolte 20 000 €. Une arnaque à la compassion qui fera l'objet d'un reportage à la télévision. Guy Mazurier, en bon gestionnaire, réclame des justificatifs et le poteau rose est vite découvert. L'association n'a pas porté plainte. Delphine rembourse les 20 000 € et écrit dans une lettre manuscrite avoir tout inventé. Dans ce même reportage, les journalistes reviennent sur une escroquerie montée par Delphine en 2011. Cette fois encore, elle se sert de la santé de son fils. Sur sa page Facebook, elle raconte le calvaire de Laurent, 8 ans. Il souffre du dos. Il faut réunir 17 000 € pour le sauver. Elle publie des photos poignantes, des schémas explicatifs, et les donateurs affluent. La mère Courage récolte 13 000 €, dont plus de la moitié versée par la Maison des Handicapés et la Sécurité sociale. Laurent avait bien un problème de dos pour lequel il a eu besoin d'un corset, mais ça n'a duré que quelques mois et n'a pas coûté 1 € à sa mère. En 2016, Delphine sera condamnée pour escroquerie à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme. Bonjour madame, je me permets de me présenter, je m'appelle Julien. Interrogée en 2017 en caméra cachée, elle maintenait que son fils avait besoin d'aide. Bah pour moi c'était justifié. Vous n'avez pas le... C'est pas de l'argent que j'ai mis dans ma poche et je suis partie en vacances. Faut arrêter quoi. Faut arrêter à un moment les conneries. Ah oui, c'est vrai, il y a 3 chèques où j'ai fait des courses, mais je pense qu'il n'y avait rien d'extraordinaire à part du jambon, des pâtes, de la purée. Je peux me regarder dans la glace et me dire au moins j'ai fait tout ce que j'ai pu. Même si ça n'a pas été très légal sur tous les plans. Aujourd'hui mes enfants ils sont bien psychologiquement. Et ça c'est ma fierté. Delphine ment, manipule, mais aurait-elle été capable de tuer? 2 ans avant le meurtre de Jean-Christophe, alors que la mère de famille habite désormais seule dans cette maison avec ses enfants, elle semble prête à passer à l'acte. C'est en tout cas ce que soutient Camille. On est sur la terrasse, il fait nuit, assez froid, je fume ma cigarette. On se retourne, et en fait dans le salon, je vois mon frère et ma mère, comme dans les films, avec vous savez, les grands sweats à capuche noire, des gants, une corde, un couteau. Donc je rentre dans le salon, je dis bah, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous faites? C'est Laurent qui me répond et qui dit bah voilà, c'est ce soir, on va aller devant chez Jean-Christophe. Enfin l'objectif c'était d'y aller et de lui planter un couteau directement quoi, de le faire taire parce que bah les tueurs à gages c'est cher ou c'est compliqué ou y a rien qui se concrétise. Enfin voilà, je sais pas pourquoi ça pressait mais ça devait se faire ce soir. Donc ils sont partis. Tous les deux en voiture. 1 heure, 1 heure et demie après, ils reviennent. Là, ils me disent qu'ils n'ont rien pu faire parce qu'à l'entrée, apparemment, il y avait une grosse porte qui ne pouvait pas être franchie. Donc, ils sont revenus sur leurs pas et ils sont venus bredouille, si je peux dire ça comme ça. À la même époque, Delphine aurait demandé à Camille, tout juste 18 ans, de sonder les mauvais garçons de son lycée pour essayer de trouver une arme à feu. Je suis allée jusqu'à me rendre quelque part pour essayer de revenir avec une arme. Donc, quel enfant fait ça? Quel même adulte fait ça? Vous réalisiez pas jusque-là? Jusqu'avant, non. Pour moi, je me disais... ma mère m'investit d'une mission, c'est pour la famille, parce que c'est quelque chose qui revenait beaucoup au sein du foyer, hein, c'est pour la famille, on est tous ensemble. S'il nous arrive quoi que ce soit, ce sera toujours la famille qui sera là derrière nous. Les autres, ils peuvent nous mentir, ils peuvent nous faire quoi que ce soit, nous trahir, mais la famille, jamais elle fera ça. On était vraiment dans ce genre de climat là à la maison, quoi. Aujourd'hui, Delphine nie toute volonté de tuer. Mais à l'époque, Camille s'interroge. Et lasse de toutes ces histoires,
fuit le domicile familial en juin 2019. Elle alerte la justice sur le comportement de sa mère. L'affaire en reste là, jusqu'à la mort de Jean-Christophe. Dès le lendemain du crime, les enquêteurs s'intéressent à Delphine Pinto. Ils épluchent son téléphone et découvrent qu'elle a de nombreux amants, dont Bilal, 32 ans, qui l'invite à danser sur ses images. Ce commercial en informatique, célibataire sans enfant, est tombé sous son charme en soirée salsa. Sans antécédent judiciaire, il est décrit par ses proches comme toujours prêt à rendre service. Mais il aurait un gros défaut, il ne saurait pas dire non, surtout lorsqu'il s'agit d'une femme. Pour les enquêteurs, un scénario se dessine. Delphine aurait demandé à Bilal, son amant, de recruter un de ses amis, Yacine, pour éliminer Jean-Christophe. Et ils vont retrouver des messages qui vont conforter leur hypothèse. Bilal a écrit à son ami d'enfance Yacine. « Je connais une femme prête à payer pour un travail. » Quelques jours plus tard, il envoie aussi un message à Delphine. « J'ai trouvé l'homme qu'il nous faut pour le travail. Il ne reste plus qu'à trouver l'outil. » Les messages sont énigmatiques, mais les enquêteurs y voient un code. Le travail à effectuer serait le meurtre, l'outil désignerait l'arme. Alors que Delphine et Yacine affirment dans un premier temps ne pas se connaître, des images de vidéosurveillance les montrent réunis avec Bilal à une station de lavage. Le 15 février 2022, 5 mois après le meurtre, ils sont placés en garde à vue, ainsi que Laurent, le fils de Delphine. Face aux enquêteurs, tous nient. J'ai eu quelqu'un en garde à vue qui n'était pas du tout à l'aise, comme on peut imaginer un tueur à gages à l'aise en garde à vue. Il était au fond de son siège, totalement abasourdi, anéanti par ce qu'il était en train d'apprendre et de ce scénario dont on dit qu'il est diabolique. Oui. Ma cliente a été bouleversée nécessairement par cette procédure de garde à vue et par les soupçons portés contre elle. Donc elle dément les accusations? Elle conteste formellement, effectivement, avoir joué un quelconque rôle dans cet assassinat. La garde à vue, c'est pas très bien passé, on va dire, parce qu'à partir du moment où je la rencontre et que moi je lui recommande de garder le silence, ce qui est son droit, le droit de tous les gardes à vue, ça va nécessairement embêter les enquêteurs et qui vont prendre ce silence pour un aveu, tout simplement. À l'exception de Laurent, placé sous le statut de témoin assisté, ils sont tous mis en examen pour meurtre en bande organisée et placés en détention provisoire. Pourtant, selon nos informations, aucune transaction financière n'a été mise en évidence entre les 3 suspects. Et les textos énigmatiques sur les travaux à réaliser ont continué d'être échangés après le meurtre. L'avocat de Bilal n'a pas souhaité s'exprimer. Quant aux proches de Yacine, il ne croit pas à son implication. Mon bébé. Yacine, 32 ans, est père de 2 petites filles. Il est restaurateur dans le Val d'Oise, dépeint par tous comme gentil, respectueux et travailleur. Pour son avocat, le mobile financier ne tient pas la route. Yacine serait intervenu dans ces faits en raison de difficultés financières. C'est quelqu'un qui a une société, qui a ouvert sa société, qui a injecté du capital dans sa société. C'est quelqu'un qui a toujours travaillé, qui est reconnu d'ailleurs dans ce domaine et dans le domaine de la restauration. Et c'est quelqu'un qui a toujours fait les démarches de manière totalement légale, apparente auprès des organismes étatiques. C'est quelqu'un de parfaitement inséré qui n'était pas dans le besoin financier. La conjoncture économique est certes compliquée, mais pour tout le monde, mais il n'était pas dans un besoin financier extrême. Maître Gallier dénonce une enquête à charge et souligne qu'aucune autre hypothèse n'a été sérieusement creusée. À ce stade, tous restent présumés innocents. Ça, c'est une photo qu'en fait j'aime beaucoup, vraiment.
parce que c'est mon cousin, c'est Slimane. Il avait un sourire, vous voyez là, un sourire communicatif en fait. C'était un beau garçon, il avait des années devant lui. Il avait des années devant lui, voilà. Il ne méritait pas ça en fait. Sabrina considérait Slimane comme un frère. Il est mort à 45 ans, assassiné. Sabrina connaissait très bien celle qui l'aurait tué. Céline, la compagne de son cousin. C'était pour les 30 ans de Céline, en fait. C'est lui qui avait organisé tout le truc, nous avait appelé, bloqué telle soirée, tel jour. On va fêter l'anniversaire de Céline. Voilà. Et donc, on était tous venus et c'est lui qui avait tout payé. Et voilà, il était content, en fait, même de faire ça pour elle. Comme il appelait comment, ma petite femme, tout le temps. C'était... Oh, ma petite femme, des fois, même quand il était à la maison avec elle, ou voilà, il lui faisait des petits bisous, des petits... c'est compliqué. Donc déjà qu'il soit plus là, et de savoir ce qu'elle a réussi à faire, en fait, c'est incompréhensible, en fait. Donc on ne peut pas le comprendre, on ne peut pas l'accepter. Un an après cette fête et ses souvenirs joyeux, Céline Vasselin, une jeune esthéticienne, a avoué avoir tué et démembré son compagnon, Slimane Amara, avec l'aide de l'une de ses clientes. 2 femmes, 2 mères de famille sans antécédents judiciaires, au cœur d'un projet criminel hors du commun. Le 4 novembre 2018, la brigade fluviale de la gendarmerie de Rouen aperçoit une masse flottant sur la Seine. Dans une bâche, le corps d'un homme, démembré, sans tête. 3 jours plus tard, à quelques kilomètres, un mollet et une main sont découverts sur la berge et dans une poubelle. La police judiciaire identifie la victime grâce à son ADN. Il s'appelle Slimane Amara. Il a été fiché il y a 20 ans pour des violences envers des policiers. L'homme habite à Petit-Quevilly, dans la banlieue de Rouen, avec sa compagne, Céline, et leur fils de 3 ans. Mais étrangement, celle-ci n'a pas signalé la disparition de son conjoint. Immédiatement, elle est placée en garde à vue. Elle raconte aux enquêteurs avoir été victime pendant des années de violences verbales et parfois physiques, et avoir tué son compagnon au cours d'une dispute. Il était alcoolisé, il a commencé à s'énerver. J'ai fait des toasts, j'ai mis des médicaments à l'intérieur. Je voulais qu'il dorme. Il m'a insulté. Je lui ai mis un coup de couteau dans la gorge. Céline Vasselin affirme qu'elle était seule. Mais les enquêteurs mettent au jour un scénario beaucoup plus machiavélique. Le jour des faits, Céline a appelé au téléphone plusieurs fois une femme, Jessica Adam. Elle est également placée en garde à vue. Tard dans la nuit, elle finit par avouer l'impensable. Elle raconte avoir rejoint Céline chez elle vers 20 h. Dans le salon, dit-elle, Slimane Amara est allongé par terre, assommé par les somnifères que sa compagne a glissés dans son dîner. Jessica raconte. Céline a pris une serviette de toilette qu'elle avait préparée et lui a mis sur la tête. Je ne voyais que sa gorge. Avec le hachoir, je lui ai mis un coup. Il s'est mis à crier. Je l'avais ouvert, mais je n'avais pas appuyé assez fort pour le tuer. Céline m'a dit qu'il fallait finir et ne pas s'arrêter là. Céline Vasselin se serait alors saisie d'un couteau qu'elle aurait donné à sa complice. Céline était assise à califourchon sur Slimane et tentait de l'étouffer. J'ai piqué la lame du couteau dans la gorge. Slimane Amara est mort. Jessica Adam raconte aux enquêteurs qu'elle aurait ensuite aidé Céline Vasselin à traîner le corps jusqu'à la cave, puis à le démembrer, dans l'espoir qu'il ne puisse pas être identifié. Les 2 femmes auraient ensuite pris la route pour disperser le corps découpé le long de la Seine.
L'avocat de Jessica Adam, maître Vincent Beauprère, est frappé par le décalage entre cette femme douce et empathique et l'horreur de son récit. Elle raconte les choses avec beaucoup de détails qui sont un peu sordides, il faut le reconnaître, un peu curieux, très curieux, puisque j'ai le souvenir qu'elle avait déclaré que Madame Vasselin parlait à son époux décédé en lui disant ah ben tu vois, dans quel état t'es aujourd'hui, tu fais moins le malin, et que Madame Vasselin se sentait un peu soulagée de cette situation. Le 10 novembre 2018, les deux femmes sont mises en examen pour assassinat et incarcérées. Céline Vasselin était-elle réellement victime des violences de Slimane Amara? Pourquoi Jessica Adam aurait-elle accepté de lui venir en aide dans ce projet criminel? Céline Vasselin a 22 ans quand elle rencontre Slimane Amara. Elle est alors employée dans ce salon de beauté à Saint-Étienne-du-Rouvray. Slimane a 15 ans de plus qu'elle, vie d'achat et de revente de voitures. Très vite, ils emménagent ensemble et Céline crée son propre institut à domicile. La jeune femme raconte que les débuts de leur relation sont idylliques. En 2014, avec leurs économies, Céline et Slimane achètent même une maison. Et l'année suivante, ils ont un fils. Quand il y avait des repas, ils venaient tout le temps ensemble. Ça va les filles, quand elle arrivait. Nous, quand elle venait à la maison, on rigolait grave avec elle, quoi. Sabrina, la cousine de Slimane, se souvient que sa famille adopte la jeune femme. C'est une petite bonne femme, en fait. Ouais, elle fait même pas 1m60, je sais pas exactement, mais pour son petit bout de femme, c'est une femme qui a du caractère, c'est une femme qui est déterminée. C'était plus Céline qui coachait toute la vie de la maison, etc. Et mon cousin, en fait, il suivait le mouvement, quoi. Enfin, ouais, ils se complétaient bien tous les deux, quoi. Ils avaient une bonne entente. Nous, quand on les voyait, en tout cas, ils avaient une très bonne entente. Mais dans le huis clos de la maison, le quotidien de la famille était peut-être plus complexe. Mathieu habite le pavillon juste en face. Régulièrement, avec sa compagne, ils entendent leurs voisins pris de violente colère. Comme ce soir, de juin 2016. Donc là, il était à peu près 21h, moi j'étais encore sur mon lieu de travail et j'ai ma compagne qui m'a envoyé un message en me disant le voisin d'en face est fou, il arrête pas de crier, je sais pas contre qui il peste, bande de salopes, qu'il crie, sérieux, il me fait peur. Alors, à part ferme ta gueule, j'ai pas tout compris. Là, c'était bande de PD. Ça avait plus l'air destiné au voisinage, mais on n'a jamais entendu de violence par rapport à son enfant ou à sa compagne. Vanessa a vécu 10 ans avec Slimane et a eu une fille avec lui. Selon elle, son ancien compagnon a été très marqué par son enfance chaotique passée dans des foyers et s'emportait à la moindre contrariété. Quand il pétait un plomb, il était méconnaissable. Dès quelque chose qui pouvait arriver et qui pour lui paraissait injuste, ça partait dans tous les sens. Et puis de toute façon, il changeait, la tête changeait dans ces cas-là. Et il fallait pas lui parler. Si on lui parlait, si on lui disait « Slimane, qu'est-ce que tu fais ?» Je l'ai fait une fois. J'en prenais plein la tête. Mais plein la tête verbalement. Mais il y avait son pendant. On avait le contraire. C'était quelqu'un de très aussi gentil. Jamais il ne m'a levé la main dessus. Jamais il n'a levé la main sur ma fille. En 2008, Vanessa lui annonce qu'elle le quitte. Slimane la menace de mort. Elle fuit sa colère à l'autre bout de la France avec sa fille. 10 ans plus tard, Céline, elle aussi, aurait voulu le quitter. En mai 2018, elle le lui aurait annoncé
et la discussion aurait dérapé. À l'époque, elle raconte cet épisode à une amie, qui a accepté de partager ses confidences anonymement. Ils se sont disputés et il a mis un couteau sur la table pour lui faire peur. Elle pouvait plus sortir, il avait pris les clés, elle pouvait plus sortir. Je lui ai dit, appelle la police. Ouais. Et pour elle, il ferait rien. Mais non, ils pourront pas m'aider. J'ai pas de preuves. Et c'est vrai, en fait, elle avait pas de preuves. Elle était prise dans une spirale parce que il lui avait dit qu'il allait brûler la maison, enfin, plein de choses comme ça, qu'il la laisserait pas partir. Ça a été, a priori, de ce qu'elle m'en explique en tout cas, une scène qui a été très traumatisante pour elle et qui, me semble-t-il, en tout cas, a été fondateur de ce projet criminel qu'elle a ensuite élaboré. À ce moment-là, elle s'est dit, il ne me laissera pas, il ne nous laissera pas avec notre enfant et il me retrouvera. Céline Vasselin va alors parler autour d'elle de sa détermination à tuer son compagnon. Et étonnamment, l'une des clientes de l'esthéticienne accepte alors de l'aider. C'est Jessica Adam, mère de 3 enfants. Selon Madame Adam, Madame Vasselin lui disait qu'elle était victime de violences à la maison continuellement. Et elle l'a ressenti comme une vraie injustice qu'elle connaît bien, puisqu'elle a été victime de ça dès l'âge de 4 ans. Elle a été victime de sévices sexuels très très jeune. Est-ce que ces deux faits les ont fait rapprocher toutes les deux? Ça paraît assez évident. Au cours de séances d'épilation, les 2 femmes auraient décidé d'un plan minutieux. D'abord, elles achètent un hachoir de boucher sur le Bon Coin, puis dans plusieurs magasins de la région, une scie, une hachette, des gants, des combinaisons et une bâche. Le jour fatidique, Céline confie son fils à sa mère. Jessica l'aurait ensuite retrouvé pour accomplir la tâche macabre. Comment ces femmes ordinaires auraient-elles pu commettre des gestes d'une telle violence? En prison, elles ont rencontré des psychiatres qui n'ont pas décelé chez elles de dangerosité. Mais dans le cas de Céline, ils concluent. Au vu du profil psychopathologique de Madame Vasselin, de sa narration de sa relation avec son conjoint, la relation d'emprise peut être établie. Elle subissait tout. Et puis à un moment donné, on a le sentiment que voilà, c'est fini. Ça c'est voilà, elle pouvait plus rien subir de plus. Quand elle est arrivée en maison d'arrêt et qu'elle a vu les experts, qu'elle a vu les enquêteurs, l'une de ses premières phrases est de dire qu'elle se sentait soulagée d'être en prison, libérée. Elle se sentait moins en prison, en fait. En prison, c'est qu'à de le dire qu'au sein de son foyer. Des explications que la famille de Slimane ne peut entendre. La vraie victime dans ça, c'est mon cousin. Et c'est pas Céline qui s'est fait droguer, c'est pas Céline qu'on a retrouvée dans une bâche avec sa tête qui se trouve je sais pas où. Est-ce qu'elle a essayé, du moins, de partir? Je crois pas. Je ne crois pas. Moi, je suis partie. Je suis partie et je suis vivante. Voilà. À quel moment vous pouvez faire ça avec la personne qui, à un moment donné dans votre vie, vous l'avez aimée, cette personne? Vous avez fait un enfant à cette personne. À quel moment on peut se dire « je vais faire du mal comme ça » Non, moi, je comprends pas. Là aussi, c'était moi. Ouais. La fille aînée de Slimane, Kaïna, a 20 ans aujourd'hui. Elle a grandi sans son père, mais il s'était toujours promis de se retrouver un jour. Oui, j'ai que des bons souvenirs, Disneyland, des zoos, des trucs comme ça. Et on essaye de me faire croire que c'était pas lui. Ça me fait penser que c'était pas le père que je pensais qu'il était. Alors que mes souvenirs sont là quand même. Et je reste persuadée qu'il n'était pas un monstre. Je suis vraiment perdue en fait. Je fais que de ruminer ce qui s'est passé. Je fais que de... Céline Vasselin et Jessica Adam restent présumées innocentes.
Elles seront jugées d'ici la fin de l'année à Rouen. Depuis ses premiers aveux, Jessica a changé de version et affirme qu'elle n'a participé qu'à la dispersion du corps. Comme Céline, elle encourt la réclusion criminelle à perpétuité.